Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez sûrement pu le constater en voyant ma tête, je suis allée chez le coiffeur hier parce que j'avais envie de changer de tête. J'en avais marre de mes cheveux longs que je détachais très peu souvent en fait, juste après mon shampoing, et puis après je tirais tout en arrière avec une pince, donc j'en avais un petit peu marre d'avoir tout le temps la tête, enfin, les cheveux tirés en arrière, donc j'ai voulu faire un carré court. Comment vous dire, c'est court, et le carré court avec ma nature de cheveux, eh bien ça ondule, j'ai l'impression de ressembler à Topsy, mais bon, on va s'habituer. Alors ne changez pas les paramètres de vos ordinateurs, vous ne rêvez pas, j'ai vraiment coupé court, très court. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas, faut juste que je m'habitue avec cette nouvelle coupe et cette nouvelle tête. Ça me fait vraiment bizarre, mais fallait que je change, donc c'est fait. Et puis j'ai quand même de la chance, c'est que j'ai les cheveux qui poussent vite, donc je me dis que dans quelques mois, la longueur sera peut-être un petit peu plus supportable. Là, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à me reconnaître. Bon, ça n'est pas le sujet de la vidéo. J'ai ma chère Kikimera 1401 qui m'a demandé de faire une vidéo sur mes films préférés. Alors c'est pas évident de vous faire une vidéo sur mes films préférés parce que j'adore le cinéma et que j'ai plein de films préférés. Mais j'ai réussi quand même à en sélectionner quelques-uns. J'en ai sélectionné 6. Je vais essayer d'être assez courte sur les avis que j'ai sur les films que je vais vous présenter, et puis j'espère que ça vous intéressera et que ça vous donnera envie de les voir, et surtout que vous me disiez ce que vous en avez pensé si vous les connaissez déjà, parce que ça n'est pas des nouveautés. Moi j'aime les vieux films, j'aime un peu de tout, mais comme je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, je ne vais pas au cinéma, je déteste ça. Donc j'attends que les films sortent en vidéo à la demande ou en DVD, et puis voilà. Après je les regarde et je les achète si vraiment j'ai un coup de cœur. Donc, excusez-moi, je parle un petit peu parce que je suis un peu malade. Je crois que j'ai pris froid en coupant mes cheveux. Bref, alors, on commence tout de suite. Donc il y en a 6, voilà. Le premier dont je vais vous parler, c'est un film de Wong Kar-wai qui s'appelle In the Mood for Love, que vous connaissez certainement si vous aimez le cinéma asiatique. Je vous avais fait une vidéo donc sur l'odeur de la papaye verte. Là, In the Mood for Love de Wong Kar-wai, c'est un film qui se passe dans les années 60 à Hong Kong. Et ce sont deux personnes qui vont se rencontrer dans une pension de famille. Et en fait, les concubins de ces deux personnages sont amants. Et entre ces deux-là vont se lier se créer des liens d'amitié assez fortes. Et ça n'ira pas jusqu'à devenir amant et maîtresse, si mes souvenirs sont bons, mais une amitié très forte, et puis surtout cette chose qui les unit, c'est la trahison qu'ils vivent chacun de leur côté. En gros. Alors ce que j'aime particulièrement dans ce film et dans beaucoup de films de Wong Kar-wai, c'est la mise en scène qui est magistrale, la musique qui est sublime, les acteurs sont superbes, c'est un film où la musique est très répétitive comme ça, sur le thème revient, je vais vous mettre d'ailleurs un lien qui vous enverra sur le thème musical de In the Mood for Love, qui est très connu et qui revient sans cesse comme ça tout le long du film. C'est un film très lent, il y a des ralentis un peu souvent, c'est très français ce que j'aime dire, et c'est très poétique, les couleurs sont sublimes, on est dans les tons de vert, de rouge, très années 60 comme ça. L'actrice est sublime, sublime. Elle a des tenues chinoises qui sont waouh, des robes qui lui serrent le corps comme ça, c'est sublime, avec des chignons, bref.
Donc pour la poésie, pour la musique, pour l'histoire qui est aussi assez attachante, je vous le conseille, il est vraiment sublime. C'est d'une poésie... Moi je sais que ce film-là, quand je me mets devant, je suis captivée, la photographie est sublime, enfin c'est vraiment une œuvre d'art ce film, c'est magnifique. In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Ensuite, j'ai sélectionné ma comédie musicale préférée, qui date des années 60 également, et qui est un chef-d'œuvre. La musique est de Leonard Bernstein, et le film est de... Je ne sais plus, c'est pas Robert... Qui c'est qui a tourné ça? Il est hyper connu en plus, tout va bien. Pour moi c'est Robert Wise, mais... Ouais, réalisé par Robert Wise. C'est West Side Story. L'histoire de West Side Story est inspirée de la grande histoire de Roméo et Juliette. Ça se passe à New York, donc dans les années 60. Deux bandes rivales, les Jets et les Sharks. Les Jets, ce sont des Américains issus du milieu irlandais blanc, on va dire. Et les Sharks, ce sont une bande de portoricains. Ces deux bandes sont rivales, se font la guerre, une guerre de territoire, parce que voilà, c'est un peu aussi comme ça que ça se passait déjà dans les années 60, hein, puis même avant. Et forcément, il va y avoir une histoire d'amour entre un ancien des Jets qui s'appelle Tony, qui fait plus partie, mais qui était avant un Jet, et qui essaye de s'affranchir un petit peu de cette bande-là et de faire sa vie de son côté, et de la petite sœur du chef de la bande des Sharks, qui s'appelle Maria. Et forcément, l'issue va être tragique, il va y avoir des morts, il va y avoir... Enfin, c'est Roméo et Juliette, quoi, hein, version années 60, version new-yorkaise. Donc la musique de Leonard Bernstein, sublime, les chansons sublimes, la chorégraphie, waouh. Franchement, pour moi, c'est le top au niveau de la comédie musicale. Je trouve qu'il y a peu de comédies musicales à nos jours qui est égalée West Side Story au niveau des chansons, au niveau des chorégraphies, de la danse et tout ça. Une très grande production. Si vous ne connaissez pas West Side Story, je vous conseille franchement et vivement de le regarder. C'est vraiment un chef-d'œuvre, ça aussi. C'est au moins avoir vu une fois dans sa vie. Moi, je l'ai vu la première fois, je devais avoir 10 ans. Et je l'avais enregistré, j'avais enregistré la bande-son du film sur mon magnétophone. Et je me repassais les cassettes que j'avais pu enregistrer. Et je connais les dialogues et les chansons quasiment par cœur. Donc c'est un film qu'il ne faut pas regarder avec moi parce que je suis insupportable. Je chante et je fais les dialogues en même temps que je regarde le film. Donc voilà, de temps en temps, je me remets ce film-là et ça me renvoie 30 ans en arrière. Et c'est sublime, vraiment, vraiment sublime. Je continue avec les films étrangers, donc 2 films américains. Alors, un grand chef-d'œuvre de Monsieur Stanley Kubrick, qui est un de mes réalisateurs préférés, c'est Shining. Shining avec Jack Nicholson, c'est un film qui est tiré du roman de Stephen King, Shining. Alors, si vous aimez avoir peur, si vous aimez l'angoisse, c'est le film qu'il vous faut. Shining date des années 70, ça se passe dans un grand hôtel en plein milieu des montagnes rocheuses. L'hôtel s'appelle l'Overlook et en fait Jack Nicholson va devenir le gardien de cet hôtel pendant 4 mois en plein hiver, puisque l'hôtel se vide en plein hiver, puisqu'il y a tellement de neige dans ces montagnes que tout est complètement inaccessible. L'hôtel devient complètement isolé et on ne peut plus du tout y accéder, donc il se vide de tous ces occupants, employés et puis touristes, on va dire. Mais il faut quelqu'un pour garder l'hôtel, pour faire tourner la chaudière, pour remettre en état les choses qui pourraient être dégradées par la neige, voilà.
Donc Jack Nicholson, qui s'appelle Jack Torrance dans le film, accepte cette mission et va venir s'installer avec sa petite famille, sa femme et son fils Danny, qui a un don, le Shining, et qui parle avec un petit garçon qu'il s'est inventé. Il lui parle avec son doigt, comme ça le petit garçon s'appelle Tony, et Tony lui dit qu'il ne devrait pas aller dans cet hôtel parce qu'il s'y passe des choses pas très recommandables. Et on va découvrir tout au long du film que oui, effectivement, il s'est passé des choses assez épouvantables. C'est-à-dire que le gardien précédent, la venue de Nicholson, a pété les plombs. Il aurait été victime d'une sorte de claustrophobie et d'un pétage de plomb. Et il aurait massacré sa femme et ses deux petites filles à coups de hache. Et après avoir fait ça, il se serait tiré une balle dans la tête. Voilà. Donc dans cet hôtel, qui est vraiment impressionnant, et ben, il y a comme des fantômes. Et puis Jack Nicholson, qui à la base est un homme qui a des gros problèmes d'alcoolisme, qu'il est en train d'essayer de régler, mais c'est pas tout à fait fini cette histoire. Il a quand même un profil assez particulier. Ça on le sait quand on a lu le bouquin. Je vous conseille de lire le livre, qui est un pavé, mais qui vous donne des bonnes indications sur l'état psychologique de Nicholson, et qui vous fait comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans Shining. Mais voilà, on va assister au pétage de plomb et à cette ambiance de ce huis clos entre lui, sa femme et son fils dans ce méga grand hôtel. C'est un film génial, la musique est pareil, elle colle super bien à l'ambiance, donc ça vous fait vraiment flipper. C'est pas hyper gore, il y a quelques scènes un petit peu, mais c'est surtout hyper angoissant, et c'est ça que j'aime dans le film, c'est que c'est un film qui vous fout l'angoisse, quoi, qui vous fout la pétoche. À chaque détour de couloir, on se demande ce qui va se passer. Jack Nicholson, il est magistral dans ce film-là. C'est un de ses meilleurs rôles pour moi, avec Vol au-dessus d'un nid de coucou. On a vraiment l'impression qu'il a pété un câble, mais pour de vrai, quoi. Et puis voilà, c'est un des monuments de Stanley Kubrick. Shining, c'est vraiment le film qu'il faut regarder si vous voulez vous faire un petit moment de frisson et de ouh. J'adore ce film. Parmi beaucoup d'autres de Stanley Kubrick, mais voilà, aujourd'hui je vous présente celui-ci. Ensuite, un autre film qui est, je crois, si je ne m'abuse, mon film préféré de tous les films préférés que je vais vous présenter. C'est un film réalisé par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood et Meryl Streep, et qui s'appelle Sur la route de Madison. Alors, Sur la route de Madison, c'est une histoire d'amour entre Meryl Streep, Francesca, qui est une immigrée italienne, qui est femme au foyer dans un état, je crois que c'est l'Iowa. Donc c'est une épouse modèle qui s'est complètement effacée dans son rôle de mère et de femme, mais qui est quelqu'un, c'est une Européenne. Elle aime l'art, elle aime écouter de l'opéra, elle aime la vie dans tout ce qu'elle a de romantique, de culturel, mais tout ça, eh ben, elle l'a mis de côté pour faire et jouer son rôle de femme américaine modèle avec son mari, ses deux enfants dans sa ferme en pleine Iowa. Et un jour, son mari part avec ses deux enfants pour aller à un concours de bétail où ils vont présenter un veau. Donc ils partent dans un autre état et ils vont laisser Francesca seule chez elle pendant 4 jours. Et le jour où ils partent, le jour où elle se retrouve toute seule, moi ce que j'adore déjà c'est qu'on la voit, elle peut écouter sa musique classique et son opéra tranquillement, elle se met à lire, elle prend le temps de s'occuper d'elle, de sentir les choses, on la voit sur le perron de sa maison en train de sentir l'air sur sa peau, enfin c'est vraiment, j'aime cette sensation comme ça, ces petits moments qu'elle passe où elle profite de chaque instant, là elle est seule avec elle-même, elle est seule dans la nature,
Et donc un jour, le premier jour où sa famille part, il y a un photographe du National Geographic qui s'appelle Robert Kincaid, qui est incarné par Clint Eastwood, qui est dépêché par le National Geographic pour faire un reportage sur les ponts couverts en bois dans l'état de l'Iowa. Et il est un peu perdu parce qu'il cherche un pont couvert, qui est le pont couvert de Roseman. Et il arrive donc à la ferme dans sa camionnette et dans son pick-up et il tombe sur Francesca et il lui demande si elle connaît le pont de Roseman. Donc forcément elle connaît et elle lui explique. Il a l'air un peu largué dans les explications que Francesca lui donne et elle lui dit bah, si vous voulez je peux vous accompagner. Donc elle monte dans le pick-up et à partir du moment où elle monte dans ce pick-up là, il va se passer quelque chose entre ces deux personnages et ils vont vivre 4 jours d'amour intense, quelque chose de qu'on vit une fois dans sa vie, un truc voilà, c'est presque inexplicable, c'est beau, ils sont sur la même longueur d'onde, ils ont les mêmes... elle vient de Bari, il est allé à Bari pour son boulot, il lui explique qu'il s'est arrêté à la gare de Bari et qu'il a trouvé ça beau, qu'il est descendu et qu'il s'est arrêté à un café et qu'il a regardé comme ça. Et elle trouve ça tellement hallucinant de rencontrer quelqu'un qui se permette de faire ce genre de choses, un truc qu'elle rêverait de faire mais que elle a choisi de ne pas faire pour se consacrer à sa famille. Voilà, ça c'est un petit exemple de choses qui les rapprochent tous les deux. Il va tomber éperdument amoureux d'elle, elle aussi. Et au bout de ces 4 jours, la famille doit revenir du concours et Robert Kincaid est tellement amoureux de Francesca qu'il va lui demander de la suivre. Donc elle se pose vraiment énormément de questions. Et donc je vous laisse sur est-ce qu'elle le suivra ou est-ce qu'elle ne le suivra pas, est-ce qu'elle va laisser sa famille ou pas. Et voilà, je vous laisse découvrir, je vous dis pas comment ça se finit parce que vous verrez par vous-même. C'est un film d'un romantisme, c'est pas cucul à praline pour dessous, c'est vraiment quelque chose de poignant, de prenant, d'émouvant, quelque chose qui me parle pour différentes raisons et la musique est magnifique, la photographie est sublime, la mise en scène est magistrale, les deux acteurs sont sublimes, c'est vraiment pour moi le film d'amour le plus beau de tous les temps, ouais, sans mentir, pour moi, alors c'est mon ressenti à moi, mais vraiment sur la route de Madison, la première fois que je l'ai vu, je suis restée... et je l'ai vu une 50aine de fois. Et à chaque fois, je suis toujours autant émue à la fin du film, au milieu du film. C'est une histoire d'amour comme on en voit peu, comme on en entend peu, et franchement, là aussi, je vous conseille vraiment de vous pencher sur ce film-là qui est... Enfin, vous m'en direz des nouvelles, si vous le connaissez, et puis si vous le découvrez, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, je pense que ça vous plaira. Si vous êtes un tout petit peu romantique, si vous aimez les belles histoires d'amour, ça devrait vous intéresser. Et je vais finir avec 2 films français, parce que je suis quand même à la base une fervente admiratrice et fan de cinéma français. Donc là je vous en présente 2. Le premier c'est un Claude Chabrol, qui est un de mes réalisateurs préférés jusqu'à une certaine époque. Donc Claude Chabrol, l'époque que je préfère chez lui, c'est à partir de... Pas trop la nouvelle vague, hein, tout ce qui est les Biches, le Beau Serge et tout ça, c'est pas trop ce que j'aime. Mais on va dire qu'à partir du film Le Boucher avec Jean-Yann et Stéphane Audran jusqu'à La Cérémonie, c'est vraiment la période que je préfère de Chabrol. Il a fait des films magnifiques, magistraux, sublimes. Et puis à partir de La Cérémonie, ben, je trouve que il s'est un peu essoufflé, que je sais pas, est-ce que c'est le choix des acteurs, est-ce que c'est les scénarios, comme vous voulez. Enfin voilà, c'est moi jusqu'à La Cérémonie, je suis fan. Après, j'ai un peu plus de mal. Et forcément, je vais vous parler de La Cérémonie. La Cérémonie, c'est un polar donc qui est tiré d'un roman qui s'appelle L'Analphabète de Ruth Rundle, je crois. Donc c'est avec Sandrine Bonner et Isabelle Huppert, que
j'adore. Les deux dedans sont très bien. Sandrine Bonner s'appelle Sophie Bonhomme dans le film, c'est une analphabète, d'où le titre du roman à la base. Et elle va être embauchée dans une famille bourgeoise de la région bretonne. Il y a beaucoup des films, je pense que Chabrol était très attaché à cette région-là qui se passe en Bretagne. Donc dans une très belle maison. Lui, c'est Jean-Pierre Cassel. Il est directeur d'une conserverie de sardines, en Bretagne, forcément. Et sa femme, qui est jouée par Jacqueline Bisset, je crois. Bon, c'est pas grave, il me semble que c'est elle. Hein. Qui, elle, est une femme d'origine américaine, qui a une galerie d'art en ville, qui est un peu... voilà, c'est la bourgeoise, la vraie, qui vient pas du ruisseau mais pas loin et qui s'est fait une situation par son mariage avec Cassel. Donc Sophie Bonhomme cache à tout le monde qu'elle est analphabète et elle cache un lourd secret. C'est qu'elle a tué son père et cet assassinat en fait a réussi à passer comme un accident en fait. Elle s'en est sortie comme ça. Bon. Elle est embauchée sans dire qu'elle est analphabète, donc elle a tout un tas de petits trucs pour éviter de montrer qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Et puis elle va se lier d'amitié dans le village breton où ça se passe avec la postière, qui s'appelle Jeanne et qui est jouée par Isabelle Huppert, qui est quelqu'un de très très particulier, qui est très cancanière, qui aime beaucoup médire sur la famille justement où travaille Sophie Bonhomme. Et elle aussi, elle a un passé assez particulier, c'est que elle aurait tué sa fille. Mais là aussi, il n'y a pas eu de preuves formelles, donc elle a été blanchie. Mais un doute plane, donc ça se sait, elle est dans ce bureau de poste en réinsertion, enfin voilà. Elles vont se lier d'amitié toutes les deux, une amitié assez malsaine. Et tout ça va se finir en un drame épouvantable. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est toute la progression et la mauvaise influence que Isabelle Huppert va avoir sur Sandrine Bonner tout au long du film. L'ambiance est assez très Chabrol, quoi. C'est la musique, c'est de la musique qui est réalisée, qui est composée par le fils de Chabrol, donc c'est de la musique très très moderne, très particulière, mais qui colle tout à fait avec l'ambiance assez noire, assez glaçante du film. Les acteurs sont formidables, c'est très bien joué, c'est prenant comme film, on veut absolument savoir ce qui va se passer, on veut savoir pourquoi elles vont en arriver à la fin du film. Donc là par contre, pareil, hein, comme sur la route de Madison, je vous raconte pas la fin, sinon ce serait un petit peu inutile de le regarder. Mais c'est pareil, moi c'est un film que je regarde au moins une fois par an parce que j'adore la mise en scène, j'adore le jeu des acteurs et j'aime cette ambiance très particulière qui vous fout des frissons dans le dos. Et Chabrol, il est très très doué pour ça, pour ces ambiances, voilà, c'est malsain et puis il s'entoure quand même de très bons acteurs qui jouent vraiment super bien. Et ouais, je vous conseille pour Bonner et Huppert parce qu'elles sont vraiment très très bien dans ce film-là. À péter un câble et à dériver complètement. Voilà, la cérémonie de Chabrol. Et le dernier, c'est un Claude Sautet, puisque Claude Sautet, pareil, c'est un de mes réalisateurs préférés. Alors lui, j'aime tout, du début à la fin de sa carrière. J'aime tous ses films. Il a une façon de tourner, une façon de présenter ses acteurs qui est... je sais pas, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur Claude Sautet, j'ai pas envie de vous endormir, mais vraiment Claude Sautet c'est le portraitiste du cinéma français. Voilà, il prend ses acteurs et il les fait jouer d'une façon où on les découvre, on les ressent comme ça, enfin je sais pas, c'est assez
pas indescriptible, mais il y a une atmosphère, une ambiance. Ce sont des films chorales la plupart du temps, donc chaque acteur dans les films de Sautet a vraiment un rôle important, même si dans les histoires il y a des rôles principaux, mais généralement tous les acteurs qui jouent dans les films de Sautet ont tous... voilà, c'est vraiment des films chorales où il y a une importance pour chaque acteur. Alors, celui dont je vais vous parler rapidement, c'est César et Rosalie. César et Rosalie, c'est un film avec Yves Montand, avec Romy Schneider et avec Sami Frey. Rosalie est mariée à Yves Montand et elle était avant cette union avec Sami Frey qui s'appelle David. Et il va réapparaître le jour du mariage de la sœur de Rosalie. Et ça va être un peu un choc pour Rosalie qui avait quitté David comme ça sur un coup de tête parce que elle sentait que leur histoire d'amour elle pouvait pas se concrétiser plus que ça, elle se sentait pas de... donc voilà, elle est partie et puis lui il revient comme ça, il réapparaît dans sa vie et ça va la bouleverser. Donc il va y avoir, parce que forcément Montand va être au courant de leur liaison passée et puis de leur nouvelle attirance qui est en train de se passer là devant ses yeux. Et il va y avoir une rivalité entre Montand et Sami Frey pour conquérir le cœur de Rosalie qui sait plus trop où elle habite en fait et qui sait plus trop entre les deux, son cœur balance. Et en même temps, elle a en elle cette volonté de rester une femme libre et de ne pas s'enfermer dans une histoire d'amour avec un homme. Et voilà, ça va être un petit peu tout l'intérêt du film, c'est cette dualité entre les deux acteurs, les deux hommes, et la dualité de Rosalie entre son envie de vivre un amour et sa folle envie de rester une femme libre et de ne pas se sentir enfermée, étouffée dans une histoire d'amour. Et pareil, ce film est magnifique, Romy Schneider est sublime dedans, Montand est très Yves Montand quoi, il est exubérant, truculent, très m'as-tu vu, très voilà, le méditerranéen de base quoi. Hein, Sami Frey est beaucoup plus discret, beaucoup plus... Ils sont complètement opposés les deux et c'est pour ça que je pense Romy Schneider a du mal à faire un choix entre les deux. En fait, elle aime les deux personnages autant l'un que l'autre, mais de façon différente. Et c'est un film qui est très beau, qui est romantique lui aussi, qui est... ouais, j'aime beaucoup la mise en scène, j'aime beaucoup la dynamique que Sautet met dans ses films. Il y a des moments très calmes et puis tout d'un coup il y a de l'excitation. Dans tous ces films, vous verrez, il y a toujours un moment où il y a un orage, où les gens courent un peu partout, se précipitent. Il y a beaucoup de scènes dans des cafés, il aimait beaucoup cette ambiance café comme ça. Il y a des scènes récurrentes dans la maison de campagne avec tous les amis qui sont là. Ça va, ça vient, c'est... je sais pas, ça vous donne une fraîcheur, ça grouille de vie comme ça, et en même temps il se pose comme ça de temps en temps sur, il y a un focus sur les personnages, un moment de hop, où on est en suspens un petit peu comme ça. Et Claude Sautet, il faut le découvrir parce que c'est un grand monument du cinéma français. Et donc César et Rosalie, c'est un de mes films préférés de Sautet. Donc voilà, je vous le conseille. Ben voilà, j'ai fini de vous présenter mes premiers films préférés parce que je pense que si ça vous intéresse, je vous en ferai d'autres. Maintenant voilà, c'est une demi-heure à chaque fois parce que faut quand même que je vous fasse un petit résumé et que je vous explique pourquoi j'aime ces films-là. Sinon, si je vous montre juste les films en vous disant « Regardez-le, c'est bien », ça n'a peut-être pas trop d'intérêt. Donc j'ai encore blablaté beaucoup, mais celles que ça intéresse regarderont jusqu'au bout. Et puis je referai d'autres vidéos sur d'autres sujets pour celles que ça intéresse un petit peu moins. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et on va essayer de supporter cette tête-là, quoi. Allez, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao!